Bonjour! Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les grandes caractéristiques et les étapes de la construction du marché commun européen, de l'union économique et monétaire que représente la zone euro. Et nous avons dit que dans ce marché commun, il devait y avoir une politique de la concurrence commune, politique de la concurrence européenne. Nous avons donc décrit les caractéristiques de cette politique de la concurrence, ses objectifs, améliorer la concurrence au bénéfice des consommateurs et des consommatrices afin de favoriser l'innovation et la baisse des prix. Et nous avons vu aussi les débats qui étaient causés par cette politique de la concurrence, selon lesquels elle gênerait l'émergence de grands champions industriels européens et démantèlerait des services publics au détriment des consommateurs et des consommatrices. Ces différents aspects, que ce soit le marché commun ou la politique de la concurrence, ce sont des aspects plutôt structurels. Ils ne sont pas liés à la situation économique. Or, la construction européenne affecte aussi le fonctionnement des politiques économiques conjoncturelles. Alors, qu'est-ce que sont les politiques économiques conjoncturelles? Petit rappel, car ça a déjà été vu en première et en l'occurrence ici en terminale dans le chapitre sur le chômage, s'il a été fait avant celui-là. Mais petit rappel, donc, les politiques économiques conjoncturelles sont les politiques économiques qui cherchent à stabiliser la situation économique. Je répète, les politiques économiques conjoncturelles sont les politiques économiques qui visent à stabiliser la situation économique. En gros, tout simplement, la conjoncture économique, c'est la situation économique. Les politiques économiques conjoncturelles, ce sont les politiques économiques qui visent à influencer la situation économique et notamment à la stabiliser en cas de crise. Il s'agit donc dans cette vidéo de rappeler quelles sont les grandes caractéristiques, les grands principes du fonctionnement des politiques économiques conjoncturelles et aussi de voir quelles sont les particularités de ces politiques économiques dans le contexte de l'Union européenne et plus précisément de la zone euro. Allez, c'est parti! Il existe deux grands types de politiques économiques conjoncturelles, la politique budgétaire et la politique monétaire. On va commencer par la politique budgétaire. Petit rappel, petite définition de la politique budgétaire. La politique budgétaire désigne l'ensemble des politiques économiques fondées sur la variation du budget public. Je répète, la politique budgétaire désigne l'ensemble des politiques économiques fondées sur la variation du budget public. Le budget public, c'est le budget des administrations publiques. Donc on trouve essentiellement le budget de l'État, mais on peut aussi compléter ça avec le budget des collectivités locales et éventuellement avec celui des administrations de sécurité sociale. Comme tout budget, le budget de ces administrations repose sur deux piliers. Vous avez d'un côté les recettes, ce que les administrations publiques gagnent, et de l'autre côté les dépenses, comment est-ce qu'elles utilisent l'argent qu'elles ont. Et les administrations publiques peuvent jouer sur ces deux piliers pour influencer la situation économique. Du côté des recettes d'abord, on retrouve essentiellement les prélèvements obligatoires, à savoir donc les impôts, les taxes et les cotisations sociales. Pour influencer la situation économique, il suffit de changer le niveau de ces prélèvements obligatoires. Si vous voulez relancer la situation économique, relancer l'activité, la croissance et lutter contre le chômage, vous allez baisser le niveau des prélèvements obligatoires. A l'inverse, si vous voulez freiner l'activité économique et l'inflation, vous allez augmenter le niveau des prélèvements obligatoires. Du côté des dépenses, ensuite, on retrouve toute une variété de dépenses publiques. Mais le principe est toujours le même dans le cadre de la politique budgétaire. Si vous voulez relancer l'activité, la croissance et lutter contre le chômage, vous allez augmenter les dépenses publiques, injecter plus d'argent dans l'économie. Si, à l'inverse, vous souhaitez freiner l'activité économique et l'inflation, vous allez baisser les dépenses publiques et injecter moins d'argent dans l'économie. Dans les dépenses publiques, on retrouve, comme je l'ai dit, différentes fonctions, différents postes. On a notamment les investissements publics, qui restent encore la meilleure chose pour influencer l'activité économique, car il ne s'agit pas de dépenses régulières, et qu'elles peuvent produire des recettes de façon durable, elles peuvent avoir des effets structurels sur la croissance de façon durable. Vous avez aussi tout ce qui est prestations sociales, que ce soit par exemple allocation familiale, allocation chômage, etc.
et vous avez enfin les salaires des fonctionnaires. Et donc, si vous voulez relancer l'activité économique et injecter plus d'argent dans l'économie, le plus simple est généralement d'augmenter les investissements publics, mais vous pouvez aussi augmenter le niveau des prestations sociales et ou augmenter le niveau de salaire des fonctionnaires. Que vous regardiez du côté des recettes ou des dépenses publiques, l'influence de la politique budgétaire sur l'activité économique est assez simple à comprendre. Soit vous allez baisser les prélèvements obligatoires ou augmenter les dépenses publiques. Et dans les deux cas, injecter plus d'argent dans l'économie et donc vous allez relancer l'activité économique. À l'inverse, vous pouvez augmenter les prélèvements obligatoires, réduire les dépenses publiques, donc injecter moins d'argent dans l'économie, à l'inverse en prélever plus pour freiner l'activité économique, notamment dans le cadre de la lutte contre l'inflation. Cependant, les effets de la politique budgétaire ne correspondent pas uniquement aux montants injectés ou prélevés dans l'économie. En effet, John Keynes a mis en avant l'existence d'un effet multiplicateur. Le principe de l'effet multiplicateur est le suivant. La variation du PIB provoquée par une variation du budget public sera plus importante que cette variation du budget public. Alors là, forcément, c'est pas forcément très clair. Mais pour essayer de faire mieux comprendre ce que je viens de dire. En gros, si l'État, les administrations publiques de façon générale, injectent 10 milliards dans l'économie, le principe de l'effet multiplicateur est que le PIB va augmenter de plus de 10 milliards. Il va augmenter par exemple de 20 milliards. À l'inverse, évidemment, ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Si vous prenez 10 milliards dans l'économie, ça va, donc au niveau du budget public, vous allez avoir gagné 10 milliards d'euros, mais l'effet sur le PIB sera plus important, et par exemple à la hauteur de 20 milliards d'euros. Donc en gros, le montant que vous dépensez, que vous injectez dans l'économie, ou à l'inverse que vous prélevez, est multiplié quand il s'agit de voir ses effets sur l'activité économique, notamment sur le PIB. Comment ça se fait? Comment ça se fait que si l'État décide d'injecter 10 milliards d'euros dans l'économie, on va avoir une variation du PIB et de l'activité économique qui sera plus importante que ces 10 milliards d'euros initiales? La réponse à cette question repose dans le fonctionnement du cycle économique. En l'occurrence, on va imaginer que l'État, et de façon plus générale les administrations publiques, décident d'augmenter leurs dépenses publiques d'un montant de 10 milliards d'euros. Par exemple, pour mettre en place une politique d'investissement, construire de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments, etc. Pour les entreprises qui vont répondre à ces investissements, c'est une augmentation de la demande et donc de la production de 10 milliards d'euros. Donc on observe déjà une augmentation du PIB de ces 10 milliards d'euros de départ. Sauf que ça ne s'arrête pas là parce que cet argent ne va pas justement s'arrêter là et disparaître une fois qu'il a été reçu par les entreprises. En l'occurrence, ces entreprises vont pouvoir l'utiliser pour elles-mêmes réaliser de nouveaux investissements, acheter de nouvelles machines par exemple, et elles vont pouvoir aussi le reverser aux ménages à travers par exemple une augmentation des salaires, des ménages qui vont pouvoir utiliser cet argent supplémentaire pour consommer plus. Augmentation de l'investissement des entreprises, augmentation de la consommation des ménages, ça conduit à une augmentation de la demande. Alors, petite parenthèse, je rappelle que la demande globale de biens et de services dans une économie, ce n'est pas simplement la consommation de la part des ménages, c'est aussi l'investissement de la part des entreprises et les exportations, la demande de biens de la part de l'étranger. Donc, les entreprises investissent, les ménages consomment plus, et à nouveau, du coup, ça va être une augmentation de la demande pour les entreprises qui vont répondre à la consommation des ménages, à l'investissement des entreprises qui vont elles-mêmes utiliser cet argent supplémentaire pour, du coup, réaliser de nouveaux investissements, pour le reverser aux ménages et qui vont pouvoir consommer. Donc, à nouveau, les entreprises investissent, les ménages consomment plus, la demande augmente, l'activité économique augmente, etc., etc. Donc l'argent circule dans le cycle économique parce que à partir du moment où vous introduisez de l'argent, il va finalement être utilisé donc, pour augmenter la production,
et il va être un revenu pour quelqu'un d'autre qui va le recevoir et qui pourra l'utiliser à son tour pour consommer ou investir plus. Ça pourrait finalement être un mécanisme infini, un mouvement perpétuel de dire on commence en mettant un jeton de 10 milliards d'euros dans l'économie et ensuite le mécanisme se met en place, à chaque fois ce jeton est finalement relancé dans la machine tout seul et ça ne s'arrête jamais. En réalité, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce serait finalement un côté miraculeux si on voulait relancer l'activité économique. Et à l'inverse, dès que ça devient trop important et que vous voulez freiner l'activité économique, si on imagine ce mécanisme inversé, si vous réduisez les dépenses publiques, vous augmentez les prélèvements obligatoires, vous allez avoir du coup une diminution de la demande pour les entreprises, donc diminution des revenus des entreprises, diminution des revenus des ménages, moins d'investissement, moins de consommation, et ça pourrait être un mécanisme infini qui pourrait totalement aussi mettre fin à l'activité économique. On pourrait tout à fait avoir ce type de raisonnement. Mais en l'occurrence, comme en physique, il existe des frictions, des frottements qui empêchent un mouvement perpétuel d'exister, des questions de déperdition d'énergie, en économie, il y a des fuites, des frottements, des frictions, si vous voulez, qui vont, en l'occurrence, empêcher ce mouvement perpétuel économique d'exister. En l'occurrence, on peut distinguer deux types de fuites, la question de départ et la question des importations. En effet, tout l'argent qui est gagné par une entreprise ou par un ménage ne va pas être utilisé tout de suite pour consommer ou investir plus. En l'occurrence, il peut notamment être mis de côté pour plus tard. Donc, si vous gagnez de l'argent, vous n'allez pas forcément utiliser tout cet argent tout de suite, vous allez peut-être le mettre de côté, l'épargner. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour consommer, mais plutôt que des produits qui viennent de votre pays, ça peut être des produits qui vont venir de l'étranger, des importations. Et donc l'argent qui part à l'étranger ne va plus avoir d'effet sur votre économie, puisqu'il part à l'étranger. Donc il va fuir en quelque sorte vers l'étranger. Donc ces deux mouvements de fuite, le fait que tout l'argent qui est investi, qui est injecté dans l'économie n'est pas utilisé pour acheter des produits et des services dans cette économie, mais peut soit être mis de côté, soit partir vers l'étranger, va en l'occurrence freiner et mettre un terme à ces cycles économiques et cet effet multiplicateur. C'est pour ça que vous allez avoir une augmentation du PIB qui peut être plus importante que le montant injecté au départ, mais qui ne sera pas non plus infini. L'effet multiplicateur n'est pas toujours le même. Il peut varier entre deux économies, entre deux pays. Donc, par exemple, plus un pays sera dépendant des importations, plus un pays importera plus cet effet multiplicateur sera faible, car la fuite vers les importations sera importante. De même, si un pays, si les consommateurs et les consommatrices et les entreprises dans un pays ont une tendance à épargner fortement, par exemple parce que le système de protection sociale est assez faible et que donc pour vous protéger contre les dangers de l'avenir, pour avoir une retraite, vous devez épargner, ça peut aussi conduire à une réduction de l'effet multiplicateur. De façon générale, on observe que l'effet multiplicateur est aussi important en période de crise économique et moins important en période de croissance et d'activité assez forte économique. C'est pour ça qu'on encourage une politique de la relance qui va être fondée sur du coup un effet multiplicateur important lors d'une crise économique et à l'inverse, une réduction des dépenses et une augmentation des prélèvements obligatoires afin de rétablir un équilibre dans le budget public, plutôt en période de bonne croissance, car dans ce cas, ces effets négatifs sur l'économie seront plus faibles. Dans cette perspective, le déficit public peut être une bonne chose, en tout cas s'il est temporaire, car ça peut être justement un moyen de relancer l'activité économique en période de crise. Et comme je l'ai dit, ensuite de compter sur une bonne activité économique, sur une bonne croissance, pour rétablir un équilibre des comptes publics et réduire l'endettement public.